Donc la première question que je pose un peu à la cantonade, qui veut bien la rattraper au vol, j'aimerais bien que quelqu'un la rattrape, sinon je vais être un peu embarrassé, c'est est-ce que dans l'univers où vous travaillez, vous observez aussi cette préoccupation particulière pour le public jeune, quelle forme ça prend et comment est-ce que vous l'analysez? Je ne sais pas qui veut intervenir. Honneur aux dames. Donc Catherine Guilloux. Ça, c'est pas de chance. Comment je pourrais répondre à cette question? Oui, effectivement, dans les musées, on est évidemment préoccupé par la question des jeunes, à la fois sous l'angle marketing, en tant qu'ils sont des agents économiques qui peuvent infléchir des comportements de visite et des pratiques de visite particulières, mais aussi sous l'angle éducationnel, puisqu'évidemment, dans un musée comme le musée du Louvre, le lien avec le monde de l'éducation est très fort. Et donc, on oscille en permanence entre, je dirais, la question marchande et la question de la transmission de l'éducation. Cela dit, j'aurais tendance, moi, à dire aujourd'hui que la question des jeunes, si on la globalise de cette manière-là, serait plutôt un mirage, dans la mesure où, un peu facilement, on dit que se préoccuper des jeunes, c'est fabriquer les visiteurs de demain. Ce à quoi je ne crois pas du tout, dans la mesure où, surtout dans une institution comme le Louvre, qui est une institution qui est l'archétype de l'académisme, y compris dans sa légitimité, dans son mode de transmission, dans sa manière descendante, en fait, de transmettre ses savoirs et ses œuvres, je crois qu'il y a là une nécessité à appréhender les nouvelles manières de penser le monde, de penser les apprentissages, de penser et de vivre l'éducation que les jeunes amènent par les nouvelles formes qu'ont générées les nouvelles technologies en particulier, et cette notion beaucoup plus transversale, beaucoup plus en réseau que nous observons par le phénomène Internet et le phénomène des nouvelles technologies. Donc moi, j'aurais tendance à considérer que c'est un mirage si on reste campé dans cette vision un peu monolithique. Au contraire, en revanche, c'est une promesse, mais c'est une chance surtout pour des institutions comme celle que j'ai l'honneur de servir, de pouvoir changer de modèle, de changer de paradigme dans la relation que l'on veut établir avec les visiteurs. Et juste pour finir cette introduction-là, je dirais que on a souvent l'habitude au Louvre de parler autant de visiteurs que de visites. Et au fond, c'est la question de la dialectique entre le visiteur ou les visiteurs dans toute leur typologie, et Dieu sait si elles sont fines, et les visites, c'est-à-dire les offres que l'on peut produire. Et c'est au fond l'interaction entre les deux et en quoi les deux se nourrissent en permanence que les choses peuvent avancer, il me semble. Alors, vous avez abordé le changement de paradigme. Je saute dessus, tu t'en doutais, mais effectivement, je souscris entièrement à ça. On est, pour ce qui concerne nos métiers, enfin l'industrie de la communication, dans le même chaos, dans la même incertitude, face à un bouleversement qui est un bouleversement notionnel, conceptuel, qui est beaucoup plus qu'un affinement aux marges. Pourquoi ? Parce que avant c'était il y a 5 ans, on avait cette notion assez confortable de public jeune, c'est-à-dire une catégorie socio-professionnelle assez agréable à manier, assez simple, et qui était la reine de l'âge des médias classiques, c'est-à-dire des médias verticaux, travaillant sur des publics justement qui sont à la fois repérables et passifs. C'est en gros ce qu'a été la télévision, la radio, ce qu'ont été les journaux et ce qu'ils sont encore beaucoup aujourd'hui. Et de cela, on passe à ce qu'on appelle les médias sociaux, et on va sans doute beaucoup en parler, qui, eux, agrègent des communautés, j'insiste sur chacun des mots, c'est vraiment ça, agrègent des communautés qui sont électives et interactives. Électives, ça veut dire qu'elles se fondent sur le fait d'avoir en commun une passion, un intérêt pour quelque chose.
Et interactive parce que par définition, elle ne fonctionne que dans l'interaction et pas dans la réception. Donc, de même que Yves propose une conversation ici et non pas une communication, il est tout à fait dans l'air du temps. Hein. On est dans un phénomène interactif et non pas diablement descendant. Tendance. Voilà. Donc, c'est en ce sens que la question de ce soir est importante et passionnante, et c'est ce que je m'efforcerai de dire autant que je pourrai, elle se pose dans des termes entièrement renouvelés du fait de cette révolution digitale et de cette, je ne sais pas comment la qualifier, de cette tension, on va dire, entre les médias classiques et les nouveaux médias. Par là-dessus, je rappelle simplement le chiffre que j'ai donné, plus 50% de consommation d'Internet pour le 18-35 en 4 ans. En gros, l'évolution post-Facebook, 2004 pour Facebook, fin 2004, et à peu près moins 35% de consommation des médias classiques. On retrouve ce rapport entre la problématique en termes de groupe de génération et la problématique en termes d'évolution des médias. Et je ne pense pas trahir votre pensée en disant que finalement, pour vous, la préoccupation pour les jeunes cache en fait surtout un changement dans les économies communicationnelles. C'est juste un chiffre, je ne veux pas faire le financier de La Fontaine, mais TF1 est en crise. Tout le monde le sait, tout le monde le voit, ça n'arrête pas. 23% d'audience maintenant, c'est vraiment très bas. La valorisation de TF1 a diminué de 75% à peu près sur les 3-4 dernières années. Mark Zuckerberg, dit le pain de sucre, fondateur et dirigeant de Facebook, va introduire sur le marché de New York Facebook probablement à la fin de l'année. On parlait de 20 milliards de dollars il y a 6 mois et on parle maintenant de 120 milliards de dollars de valorisation de Facebook. Et lors du IG8, qui aura lieu la semaine prochaine à Paris, un peu avant le G8, il sera là avec Schmitt, avec d'autres grandes figures de l'Internet. Et il a insisté pour aller lui-même présenter des propositions, puisqu'il dit « Je suis le président du 3e pays du monde, avec 600 millions d'utilisateurs de Facebook ». Donc voilà, le changement, il est là. C'est une conception un peu métaphorique de la notion de pays, mais enfin, après tout, on est là aussi. On y voit le triomphe permanent de la rhétorique aussi. Alors, justement, ça marche ou pas ? J'envie ton micro, en fait. Tu vois, en tant qu'animateur télé, ce micro-là te donne une... Oui, mais ça me fait une revanche incroyable vis-à-vis de toi aussi. Exactement. Moi, je rebondis sur les chiffres et je vais revenir sur le marché domestique français. Il se trouve que les 16-32 ans, ils sont encore 16 millions. Ils sont encore 13 millions, pardon, les 16-32 ans en France. Et avant qu'on bascule dans le monde numérique que vous venez d'évoquer, et je ne changerai pas une virgule de ce que vous avez dit, je pense quand même que dans le secteur des vieux médias, en l'occurrence la télévision, ces 13 millions de 16-32 ans continuent à être une réalité, continuent à être une cible commerciale et marketing qu'ils vont chercher au quotidien. Et je pense qu'on serait dans une réunion d'actionnaires du groupe Bertelsmann, je ne pense pas qu'on serait amené à considérer que la cible des 15-34 ans pour le groupe M6, je rappelle qu'M6 continue à être la chaîne la plus rentable et la plus profitable en Europe. Donc l'objectif de notre conférence ce soir n'est pas de remettre en cause le modèle économique, éditorial et marketing d'M6 et qui sait justement se déployer sur tous les supports, parce que la force des médias classiques, c'est justement à mes yeux de ne pas s'enfermer dans une vision traditionnelle et d'être en mesure, autour de très fortes marques programmes, de se décliner sur tous les supports, en l'occurrence Facebook, Internet, etc., etc. Donc moi je crois que c'est une vraie réalité. C'est pas un péril jeune pour toutes ces entreprises médiatiques, ça continue à être une réalité au quotidien avec de très fortes valorisations en termes d'audience et de publicité. Donc on rappelle le succès d'M6. Je rappelle que la TNT a également été lancée en France en mars-avril 2005. Et là aussi, des groupes comme Bolloré, des groupes comme Bodcrew Énergie qui sont allés sur la TNT sont en train d'avoir atteint, il y a 1 ou 2 ans, leur petit équilibre. Et ce sont des chaînes, alors on n'atteint pas les modèles de capitalisation que vous évoquez, mais ce sont des chaînes qui sont extrêmement dynamiques sur le paysage audiovisuel français. La cible jeune, y compris pour TF1, qui est en difficulté, mais quand on voit l'échec industriel de Carré VIP derrière les très gros succès sur tous les supports de telles marques que Secret Story, s'ils se sont à tel point plantés sur Carré VIP, c'est bien que la cible jeune est une vraie priorité pour eux. Quand on fait 6 millions sur France 3 tous les soirs à 20h10 avec Plus belle la vie,
et un carton chez les 5-14 ans, mais aussi chez les 14-25 ans, ça cartonne. Ils regardent en direct, mais c'est certains qui vont regarder en catch-up, ils vont regarder sur leur téléphone portable, ils regardent sur tous les supports. C'est là où je ne suis pas d'accord sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que oui, les médias Internet cartonnent, mais qu'est-ce qu'on regarde sur Internet? Très souvent, on regarde de la catch-up, ça explose d'un point de vue valorisation publicitaire. Qu'est-ce qu'on regarde? On regarde des extraits de programmes qui sont peut-être moins regardés par les jeunes sur l'antenne premium, mais qui continuent à être le fer de lance sur les médias sociaux. Donc, y compris pour France Télévisions, les jeunes sont bien entendu une cible. Alors, juste pour faire une différence, autant pour TF1, M6 et tous les nouveaux acteurs de la TNT, il est certain que les 15-34 ans, c'est le nom qu'on donne à cette cible, sont effectivement une cible uniquement commerciale et marketing. Je rejoins ce que dit Madame sur le Louvre. C'est la même chose pour France Télévisions. On a plus de difficultés sur les publics jeunes en tant que France Télévisions, d'où l'enjeu qu'on a assigné à la chaîne de la TNT France 4. Mais je dirais que actuellement, si le service public, et ça vaut pour Arte, ne va pas cibler les jeunes, il en va de l'existence même dans la société du service public. Et de ce point de vue-là, c'est un enjeu de société pour nous que d'aller conquérir les publics jeunes. Donc on ne peut pas dire globalement que la télévision perd le contact avec les jeunes. Il faut entrer dans la diversité des enjeux des différentes télévisions. Qu'est-ce qui cartonne sur le web? Alors, il y a eu une grande mode il y a 5 ans, c'est les UGC, donc les User Generated Content, qui cartonnent, ça marche. Il y a le gars de Montpellier qui s'appelle Rémi, je ne sais pas comment, qui envoie tous ces... bon, ça cartonne, mais fondamentalement, qu'est-ce qui marche? Certes, en téléchargement illégal, mais pas que. Pourquoi aux États-Unis une plateforme de catch-up comme Hulu, qui réunit tous les gros groupes tels ABC, Disney, qui réunit NBC, qui réunit également Murdoch, pourquoi ça cartonne? Parce que derrière, on propose des contenus à très forte valeur ajoutée, simplement on leur propose de façon délinéaire au moment où les gens ont envie de le regarder. Ça cartonne chez les jeunes. Netflix, qui est un modèle de VOD, de catch-up, qui a 30 millions d'abonnés en quelques années, c'est une capacité à proposer des contenus, mais qui sont des contenus professionnels, produits par des studios de cinéma, produits par des fabricants de télévision. Donc le métier de télévision, bien entendu, évolue, et c'est là où je suis d'accord avec vous, mais il ne faut pas avoir l'impression que sur Facebook, quand moi je poste une émission, alors souvent je poste la mienne parce que ça me permet de faire un peu de la pub, mais qu'est-ce que je poste sur mon mur? Je poste mon émission qui est une émission de télévision. Très souvent... Il faudra poster les entretiens du CELSA, ce sera important. Hein. C'est ce qui est posté et donc qui circule sur le net, avec les chiffres en très forte augmentation, au détriment d'une consommation linéaire du média. Ça reste des contenus professionnels. Ça, je pense que les médias américains et européens en ont acquis la conviction. Alors, de ces 3 premières interventions, je tire déjà une première conclusion, qui est que autant il y a des tendances transversales qui traversent l'économie communicationnelle aujourd'hui, autant l'importance des différents métiers, des différents positionnements de médiateurs, différentes formes de médiation ressort de vos trois interventions. Je voulais demander à Fausto Colombo comment la question est abordée en Italie dans les recherches sur les médias. Est-ce qu'on observe aussi en Italie cette préoccupation particulière pour le public jeune? Est-ce que les chercheurs raisonnent aussi en termes de génération? Oui, nous avons beaucoup de questions pour les recherches sur les jeunes. Et c'est une drôle de question parce que une bonne question serait de se demander quand les jeunes sont nés, par exemple. Et tout à fait évident qu'un homme ou une femme est jeune avant de devenir mature et de devenir vieux. Mais la question est s'il y a quelque chose que nous pouvons dire jeune sans le discours sur les jeunes. Que le média, que les romans et que la narration publique produit sur les jeunes. Un seul exemple, il y a un livre de John Savage qui s'appelle L'invention des jeunes et qui trace une histoire des jeunes comme catégorie sociale. Et un exemple est que un des plus fameux livres sur la jeunesse, qui est The Catcher in the Rye de Salinger,
est traduit en italien comme il giovane Holden. Je ne sais pas comment on est traduit en français, mais le jeune Holden. Le jeune vieux. Non, Holden, non. Holden est le nom. Ah oui, oui. Hein? Mais le jeune qui marque la différence. Ouais. Quand nous avons commencé à dire que les jeunes sont différents comme objet de la narration, sont différents comme destinataires de la narration, sont différents comme cible des produits culturels et des autres produits. Et alors, quand une émission nous demande de réfléchir sur les jeunes, la grande question est qu'ils ont déjà décidé que les jeunes sont différents. Et que la marque d'être jeune est d'être différent des adultes. Dans les entretiens que j'ai eus, très souvent, la figure du jeune est associée à celle de l'étrange, du difficile à connaître, du difficile à atteindre, de l'autre, en fait. Oui, de l'autre et de l'innovateur. Et un bon exemple, ou tout simplement d'un changement. Métonymie d'un changement. Je pourrais citer un célèbre film qui était Goodbye Mr. Chips, où un professeur dit à l'autre, après 30 ans d'enseignement, tu ne trouves pas si injuste que nous vieillons et ils sont toujours les mêmes. Qui est exactement la négation de la jeunesse. Et l'autre idée est que le professeur que s'encontre et dit les jeunes d'aujourd'hui sont si différents et sont pires des jeunes d'avant. Et ce sont deux extrêmes, mais ce sont deux extrêmes, deux exemples de discours sur les jeunes. Et là, peut-être, et je termine, que la vraie question est qu'il est plus simple de construire une idée de jeunesse que d'écouter vraiment ce que les jeunes font. Et cela est évident, par exemple, dans les révolutions arabes, maintenant, qui sont faites des jeunes générations qui personne n'avait écouté, entendu, compris et construit tels qu'ils sont vraiment.